Bienvenue sur Les Racontés, la chaîne qui vous propose un éclairage sur le monde à travers des voix que l'on n'entend généralement pas. Dans cet épisode, nous allons nous questionner sur la famille. Jusqu'à quel point sommes-nous construits par celle-ci ? Quels peuvent être nos choix dans ce qui semble si prédéfini, si certain ? Bonne écoute. On met un peu les pieds dedans, mais voilà, je t'interviewe du coup parce que tu as eu une découverte un peu surprenante. Tu as appris que ton père, que tu pensais être ton père biologique, ne l'était pas. Voilà, je suis un peu déjà au courant de comment tu l'as appris, mais est-ce que tu voudrais bien revenir dessus, s'il te plaît, pour Ok. les petits auditeurs? Alors, ce jour-là, j'ai entendu au loin une conversation entre deux collègues, comme j'avais pas mis la musique donc dans mon casque, et ça m'a interpellée. Elles parlaient de leurs enfants, des études de leurs enfants, des études scientifiques. Et il y en a une d'entre elles qui disait qu'elle avait fait réviser sa fille tout le week-end sur la génétique et les groupes sanguins, et que elle avait le même groupe sanguin que sa fille, et l'autre renchérissait en disant « Ah bah moi c'est le même que mon fils ». Et ça m'a interpellée parce que moi depuis toute petite, sans raison apparente, je sais pas, je connais les groupes sanguins de toute ma famille par cœur. Mon père, ma mère et ma petite sœur, je sais pas, je me suis dit il faut le savoir. Et ce qui fait que ce jour-là, quand j'ai entendu cette conversation, elles avaient donc le même groupe sanguin qu'un de leurs enfants, ou alors c'était le mari. Moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi, pas du tout, j'ai le même groupe sanguin que personne, en fait. Je suis AB, ma mère est A, ma sœur est A, donc comme ma mère, et mon père est O. Du coup, je me mêle à la conversation, je dis, ah, c'est marrant, et elles me disent, bah non, Émilie, c'est la génétique. Et là, je dis, ah oui, oui, et surtout, je me dis, j'ai dû mal écouter au collège. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'on parle de ça, je pense que c'était au collège, dans les leçons de sciences naturelles. Et je regarde sur Internet tout de suite et je vois des tableaux qui croisent les groupes, et je vois très bien que quand A croise O, ça fait pas AB en fait. Mais c'est Internet. Mais bon, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. J'ai grandi avec ma mère, ma petite sœur et mon beau-père. Et j'allais chez mon père un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. On n'a jamais eu des liens très proches. Il n'a jamais eu un élan de paternité, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'on était fâchés ou quoi. C'est juste que pour moi, c'était la normalité parce que j'ai pas connu autre chose en fait. Il est comme ça, voilà. Et donc ce jour-là, quand je vois les tableaux internet avec les groupes sanguins et que je vois que ça ne matche pas avec le mien, je décide d'envoyer un message à ma mère et en lui demandant si elle se souvient du groupe sanguin de mon père. Et elle me dit, elle s'interroge de ma question et elle me dit non, je crois qu'il est O, enfin exactement ce que je pensais. Donc j'en parle à ma petite sœur, elle sait rien. Elle n'avait pas décidé d'apprendre les groupes sanguins par cœur, je comprends pas pourquoi. Et du coup, ça me travaille pendant 2-3 jours. Et je me dis, bon, il faut que je lui demande à lui. Mais c'est bizarre, en fait, d'appeler pour demander ça. Surtout que, finalement, on n'était pas beaucoup au téléphone ensemble. À part bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année. On n'a pas grand-chose à se dire, en fait. Mais t'avais quel âge quand t'as entendu cette petite discussion? J'avais 28 ans. Ok. J'avais 28 ans. Voilà, ça faisait 8 ans que je vivais à Paris. J'avais mon quotidien. Tout allait bien, en fait. Je venais de finir mes études, premier CDI. Voilà. Ok, le parcours. Et du coup, je l'ai appelé et j'ai trouvé un moyen de lui demander son groupe sanguin. Je lui ai dit qu'avec ma sœur, on se chamaillait sur qui avait raison et je lui ai demandé de nous départager. Et il m'a dit tout simplement, il m'a dit non, t'as raison, je suis bien O. Et en fait, je me souviens quand il m'a dit ça, j'ai senti dans mon corps une première déflagration, un truc. Mais bon, je l'ai ressenti dans mon corps et je crois que ma tête essayait encore de me convaincre que c'était pas possible. Et je me souviens que c'était un vendredi soir et j'étais donc dans une salle de réunion isolée pour passer ce coup de fil-là. Et quand il m'a dit qu'il était bien haut,
J'ai tout de suite récupéré mes affaires et je suis partie de l'agence et vraiment j'espérais croiser personne parce que j'avais la gorge serrée et le seul truc que j'avais en tête c'était d'aller dans une pharmacie pour demander à... Un professionnel. Voilà, quelqu'un qui saurait vraiment et il y aurait plus de doute. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me souviens que ça a été un moment assez robotique presque parce que je me suis auto-convaincue qu'il fallait que je pose ma question de la manière la plus détachée possible un peu comme pour m'éloigner de l'émotion que ça pourrait me procurer si jamais il m'annonçait une nouvelle terrible en fait. Et suite à quoi il m'a dit non, si vous êtes AB et que votre mère est A, non il m'a pas dit si l'enfant, parce que moi j'ai dit si un enfant est, il m'a dit non, si la mère est A et que le père est B, l'enfant peut pas être AB. Le père doit être A ou B, il faut qu'il y ait les deux allèles A et B pour faire AB. Et là... En fait, j'ai toujours cette image en tête de ce moment-là, c'est ces immeubles qui s'écroulent en une fraction de seconde. C'est vraiment ce qui s'est passé dans mon corps. Il y a un truc où toutes mes bases, j'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte, ça... Et je suis sortie de la pharmacie et j'ai appelé ma sœur tout de suite, mais je me souviens plus ce qu'on s'est dit parce que ça a été hyper bref. Je lui ai dit qu'il fallait que j'appelle notre mère. J'ai pas hésité à l'appeler et en même temps j'avais une petite angoisse parce que ma mère c'est une personne qui nous a un peu élevés à la dure. J'ai longtemps eu peur de ma mère et là le choc des mots du pharmacien ont fait que ça m'a donné la force de l'appeler et de la confronter en fait. Chose que j'aurais pas forcément fait à l'époque si ça avait été que des rumeurs, des machins, j'aurais tourné un peu autour du pot sans trop le dire. Et donc quand je l'ai appelée, j'étais en larmes et elle m'a pas vraiment écoutée. Elle m'a dit qu'elle était en voiture, qu'elle avait pas le temps, que je disais n'importe quoi, que j'avais qu'à dire que j'avais été échangée à la naissance. Et puis elle a raccroché, elle avait pas le temps, voilà. Donc ça a pas été un moment agréable pour moi. Je me souviens que je suis rentrée à pied jusqu'à mon domicile. J'ai dû marcher facilement pendant presque 1 heure. Il pleuvait en plus, j'étais dans le noir. Et j'ai vraiment ce souvenir de marcher comme un zombie, avec les larmes qui coulent, limite à pas être dans mon corps en fait, vraiment. Et donc j'ai retrouvé un ami ce soir-là, on a un peu parlé de tout ça, on a même rigolé, je me souviens. Et puis voilà, j'ai laissé passer 1 ou 2 jours et j'ai reçu donc à l'issue de ces 2 jours un message de ma mère qui revenait sur le sujet et qui me disait qu'on en parlerait de tout ça quand je rentrerai à la maison. Donc c'est ce que j'ai fait évidemment. Je suis allée la retrouver là où j'ai grandi en Picardie. Et elle m'a raconté son histoire. Moi je suis l'aînée. Et elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu un enfant quand elle s'est mariée à mon père. Vraiment, elle me dit si ça marchait pas avec ton père, si on m'avait dit qu'il fallait que je me coupe la main pour avoir un enfant, je l'aurais fait, vraiment, et ça marchait toujours pas. Mon père, il aime l'alcool, et ça jouait sur sa fertilité. Ma mère prend des traitements, ça fonctionne toujours pas. Et du coup, elle me raconte qu'un jour, elle travaillait donc sur Paris, un jour elle rencontre un homme, elle me dit qu'il ressemble plus ou moins physiquement à mon père, et elle l'utilise pour avoir un enfant. Elle me dit, je l'ai vu 2 fois, pas plus, de toute façon je voulais juste un bébé. Voilà, peut-être que c'est ton père, mais peut-être que t'es vraiment la fille de celui que t'appelles papa. C'est pas grave, t'es en bonne santé, t'as une famille, voilà. Et en fait, moi, j'étais pas du tout d'accord avec cette conclusion de voilà. Je lui demande l'identité de cet homme, elle me donne un prénom, elle me dit Bruno et j'y crois absolument pas. Des fois, les mots, ils résonnent d'une manière bizarre et on sent que c'est faux. Là, je dis rien, mais j'y crois pas. Elle me dit qu'elle a pas de contact avec lui, qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Mais voilà, elle me répète en boucle que je suis équilibrée, j'ai une famille, que je suis en bonne santé, donc elle voit pas où est le problème. Je lui parle de racines et elle me dit quelle racine? Moi j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite, c'est pas ça les racines en fait. Et elle conclut toute cette révélation en soulignant le fait que c'est un secret
et qu'il faut le dire à personne, et même pas à mon père. D'accord. Ouais, vas-y, pardon. À l'heure où je découvre ce secret, sont au courant donc uniquement ma mère, ma petite sœur, qui a suivi toute la découverte en même temps que moi. Et j'apprends que mon beau-père aussi est au courant, que ma mère lui en a parlé quand ils se sont mis ensemble. Elle me dit, elle, qu'elle a toujours eu un doute sur le fait que je sois vraiment la fille de mon père ou pas. Mais là, à ce moment-là, je me dis, le doute était quand même fort pour en parler à son nouvel époux. C'est quand même un gros truc. Et donc, quand elle me dit qu'il faut le révéler à personne, que ça pourrait être grave, qu'il pourrait y avoir des conséquences dramatiques, évidemment que je cherche pas à négocier ce point, parce que je crois que je suis déjà sous le choc de la révélation. C'est trop gros en fait pour que j'ai assez de recul pour savoir que faire. Et donc j'accepte le deal. Et je dis rien. Je dis rien en tout cas pendant 4 ans, je dis rien. C'est marrant parce qu'il y a une partie de moi qui fantasme du coup un autre père, vu que je suis pas très proche du mien. Je suis même soulagée de ne pas être liée génétiquement à lui parce que il a des problèmes d'alcool et je me doute bien que c'est pas héréditaire, mais à cette époque-là, il y avait quand même une partie de moi qui pensait ça. J'entrevois en fait une porte de sortie et je me dis que je suis hyper curieuse de savoir qui est mon père biologique parce que mais je veux pas le déranger, je veux juste savoir d'où je viens, qui je suis. C'est vraiment un fantasme en fait. Et j'ai l'impression de vivre plutôt bien avec ce secret. J'en parle à personne. Mes amis les plus proches sont au courant, mais j'en parle pas trop parce qu'il y a une partie de moi qui est quand même un peu honteuse de ce secret, d'être la fille de quelqu'un d'autre, illégalement entre guillemets. Et voilà, je vais pas voir de thérapeute, mais il y a eu un moment, je pense que ça fait 2-3 ans que j'ai découvert donc, ce secret, où je relance le sujet auprès de ma mère, et à chaque fois que je l'ai fait d'ailleurs, elle est toujours dans le déni en fait, et limite elle s'énerve en fait. Et je me souviens d'une fois en particulier où c'est Noël, et on discute ensemble toutes les deux dans la cuisine, et moi je lui dis que j'ai une petite plaque de peau sèche sur le bras. Et elle, tout de suite, me dit ton père fait du psoriasis. Et moi, je lui dis mais c'est pas mon père. Et là, elle me regarde, elle lève les yeux au ciel, elle souffle d'énervement pour clôturer le truc. Un matin, je me réveille assez tôt parce que je reprenais des cours d'italien les jeudis matins et donc je me réveillais toujours très en avance parce que j'avais tendance à apprendre mes mots de vocabulaire à la dernière minute, faire les exercices. Moi, je voulais juste parler pendant les cours. Et sauf que ce jour-là, j'ai jamais appris mes mots de vocabulaire parce que quand je me suis réveillée et que j'ai ouvert, comme tout le monde, les réseaux sociaux, j'ai vu que j'avais un message d'une fille que je connaissais pas, qui s'appelle Eva, et elle avait juste écrit Salut Émilie, est-ce que ta mère s'appelle Françoise? Et en fait, c'est le nom de ma mère, mais j'ai trouvé le message bizarre. Ma mère, après, elle travaillait encore sur Paris, donc elle allait bientôt partir à la retraite. Je me suis dit, ça se trouve, c'est en lien avec son cadeau de départ en retraite, je sais pas. Mais quand même, j'ai cliqué sur le profil de cette fille. Et en fait, quand j'ai vu sa photo, je me suis vue plus jeune. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait. Je ressemble à personne dans ma famille, je suis la seule avec les cheveux bouclés, les yeux verts. Je me suis déjà interrogée là-dessus et en fait, après, je m'étais dit, c'est pas grave, ça arrive et puis il faut bien commencer quelque part. Les traits physiques, en fait, c'est, voilà, encore une fois, la génétique. Et sauf que là, c'était tellement flagrant mais bon, je me demandais si j'essayais pas de me créer une réalité. Donc du coup, je me souviens avoir juste fait un screenshot de sa tête et de l'avoir envoyé à ma petite sœur, sans un mot. Et elle m'a répondu est-ce que c'est normal qu'elle te ressemble plus que moi? Et là, je me suis dit on est d'accord quoi. Et là, il y a le prof d'italien qui arrive. Évidemment que j'allais pas lui raconter tout ça, donc c'était 2 heures de cours très longues où j'étais face à lui, mais j'avais mon oreille focus sur mon téléphone qui était dans ma chambre pour entendre si ça vibrait à nouveau, parce que moi j'avais répondu au message d'Eva juste par un oui.
Mais je me suis dit, elle va me poser d'autres questions. Et donc le cours se termine, elle ne m'avait pas répondu, donc je me souviens que je prends le métro, j'ai envie de demander à tout le monde, est-ce qu'elle me ressemble? Et finalement, j'envoie cette même photo que j'avais envoyée à ma sœur, à une de mes collègues, Zaza, et c'est elle qui avait eu la conversation des années auparavant sur les groupes sanguins, sa fille. Je lui envoie la photo et elle me répond, pourquoi tu m'envoies une photo de toi? Et là, je me dis, oh là là, une personne de plus dans mon camp. Ouais. Et quand j'arrive au travail, je suis scotchée à mon téléphone, mais il se passe rien. Et le midi, je me souviens, je vais déjeuner avec des copines qui font du théâtre avec moi. Elles sont pas au courant de cette partie de ma vie parce que, comme je disais avant, j'ai toujours eu un peu honte et j'étais pas assez proche d'elles pour leur dévoiler ça. Et donc le repas commence et là je reçois à nouveau un message d'Eva et elle me demande de confirmer ma date de naissance. Et là pour moi j'ai plus de doute en fait, c'est des questions trop précises. Ouais. Donc je lui demande, elle me dit un truc fou derrière d'ailleurs. Elle me dit, est-ce que ton papa est ton papa de naissance? En fait, je me dis, waouh, heureusement que j'ai appris 4 ans auparavant cette partie de l'histoire, parce qu'en fait, c'est un peu brutal, en fait. Et donc, quand elle me dit ça, je sens que je deviens tout de suite hyper vulnérable. Je quitte la table, mes copines ne comprennent pas pourquoi, je leur dis, je reviens, et je lui demande de m'appeler. Et c'est pas elle qui m'appelle, c'est sa mère. Ok. Voilà, elle me dit qu'elle s'appelle Isabelle, qu'elle est la deuxième épouse de René. Donc Bruno n'était pas le bon nom. T'avais bien raison. Ouais. Voilà, et elle me dit oui, moi, mon mari m'a toujours dit, je crois que j'ai une fille, mais je suis pas sûre. J'étais jeune, j'ai rencontré une femme, elle voulait un enfant, je l'ai pas cru. Mais il a jamais oublié en fait cette histoire. Et elle lui a dit que elle ne voulait pas que les enfants soient abandonnés dans la nature. Elle dit toujours à ses propres enfants de se protéger quand ils ont des rapports sexuels et que si jamais il y a un bébé, on ne va pas obliger à se marier, mais on n'abandonne pas les enfants. Donc quand elle entend son mari lui faire cette révélation, elle se dit « il faut que je retrouve ton enfant ». Et lui, apparemment, il a beaucoup hésité parce que... déjà, il ne savait pas si c'était vrai. De ce qu'il dit, il ne savait pas sur qui il allait tomber. Il avait peur que je sois une droguée, une reprise de justice. Ouais. Il a même dit moche. C'est vraiment... Allez, à toi. Oui, vraiment. Et elle, ce jour-là, elle insiste un peu plus que d'habitude. Et il finit par lui donner le nom de famille de ma mère de l'époque, quand elle était mariée avec mon père, qui est le mien. Et elle cherche sur Facebook, accompagnée de sa fille Eva. Et là, elle me dit, on voit ton portrait et tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ma fille, en fait. Donc, on t'a écrit. Donc là, je me souviens, je fais des allers-retours sur le trottoir dans la rue, comme une buse, là. Et elle me dit, oui, écoute, t'as 5 frères et sœurs. Déjà, incroyable. Moi, j'ai jamais eu de frère de ma vie. D'un seul coup, je découvre ça. Elle me dit que René, donc mon père... apparemment biologique à ce moment-là parce que j'avais pas fait de test ADN est serrurier et elle me dit où est sa serrurerie et ce qui est fou c'est que sa serrurerie elle est sur le trottoir en face de mon studio d'acteur. En fait j'étais en face de lui tout ce temps-là, peut-être même que je l'ai croisé, alors j'ai jamais besoin de refaire des clés mais c'est assez fou. Et elle me dit qu'ils habitent à une station de métro de mon lieu de travail actuel. Et elle finit la conversation en me posant des questions sur ma religion. Moi je lui dis que j'ai été baptisée et qu'après j'ai jamais rien voulu faire par la suite parce que je me suis jamais sentie très connectée à ça. Bien que je crois en quelque chose, j'ai pas eu besoin de me relier à l'église. Et là elle me dit ok, elle dit nous on est juifs, mais elle me dit clairement il y a des bons et des mauvais partout, donc pas de problème, est-ce que tu veux venir à la maison demain pour nous rencontrer? On t'appelle ce soir quand René rentre du travail. Voilà, et là, raccroche, mais je suis sur une autre planète en fait. Je me dis, c'est un film. Je mets du temps à retourner bosser parce que c'est tellement une grosse info que je me suis prise dans la face
que je sais pas quoi en faire. Je veux en parler à ma mère et en même temps je veux pas parce que je me dis qu'elle va me casser un peu le moment. Donc je décide d'en parler à mon beau-père, avec qui je m'entends très bien, et lui je le missionne d'en parler à ma mère. Ok. Voilà, je choisis Manière détournée. Voilà. Lui, je me souviens, il me dit oui, fais attention quand tu les rencontres. Enfin, je dévoile pas trop toute ta vie, mais c'est protecteur au final. Je me souviens que j'envoie des messages à mes amis les plus proches parce que si je les appelle, ça va durer toute la journée. Et voilà, c'est juste une bombe là que je viens de recevoir, donc je dépose des petits éclats d'obus un peu partout pour que voilà. Et je retourne bosser, enfin je bosse même pas du tout parce que je passe l'après-midi à envoyer des photos de moi quand je suis petite à Eva et à sa mère, donc Isabelle. Elles font de même en échange et vraiment je suis choquée parce que je vois des clichés d'enfants qui me ressemblent, je vois des... En fait c'est comme si d'un seul coup on mettait en lumière une partie de ma vie que j'avais pas eu l'occasion de vivre en fait. Et c'est sur des photos, je le vois. C'est pas juste on me dit que machin, j'ai... Et il y a tout qui se chamboule dans ma tête en fait. Qui je suis, qui j'aurais pu être, mes goûts, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, et si j'avais grandi avec eux, et si... Enfin, plein de choses comme ça. Et ensuite, le soir, effectivement, il m'appelle et surtout, il me passe donc René au téléphone. On s'est pas dit grand-chose. Je pense qu'on était hyper intimidés l'un et l'autre. Ouais. Je me demande si on n'a pas parlé de la météo, mais c'est... Déjà, il y avait ce truc de on se vous voit, on se tutoie. C'est bizarre, en fait, de parler pour la première fois à son père. Parce qu'un enfant, quand il naît, c'est petit à petit, en fait, il sait pas parler l'enfant au début. Oui. Donc, il y a le temps de faire connaissance et machin. Et là, c'est très brut, c'est... je sais que ça passe très vite, j'ai peu de souvenirs de cette conversation avec précision, mais juste il me dit demain soir à telle heure à la maison, voilà. Et... Tu te sens accueillie quelque part? Oui, je me sens accueillie, mais j'ai peur de l'inconnu et surtout, comme je sais qu'ils sont de confession juive, moi j'ai vu que la vérité si je mens, donc à cette époque-là. Donc je suis là, oh là là, qu'est-ce que je peux amener qui est cachère, qui est pas cachère, qu'est-ce qui est correct. Donc je fais le tour de mes potes juifs en disant qu'est-ce que je peux ramener. Et il y a une copine, elle me dit des fleurs, c'est très bien, voilà. Donc évidemment, je dors pas de la nuit. En fait, c'est comme si mon cerveau il voulait pas se stopper juste pour que je dorme. C'est fou quoi, je le ressentais vraiment, un truc de moulin dans la tête. Ça fusait, mais... Et donc le lendemain, j'avais rendez-vous chez eux vers 20h. Donc me voilà dans le métro avec mes fleurs et j'ai ma petite sœur au téléphone tout le long du trajet. En fait, je me sens seule et j'aimerais qu'elle soit là parce que elle est indirectement concernée. Donc je la garde avec moi au téléphone le plus longtemps possible. Et quand je sors du métro, je me souviens que je marche dans leur rue et j'arrête pas de changer de trottoir parce que je me dis oh là là, ils vont me voir de leur fenêtre, il faut que je marche là. Ah mince, c'est pas les bons numéros, je retraverse, je fais que des zigzags, je me colle au mur. Et jusqu'au moment où j'arrive devant leur portail et là s'ouvre devant moi un hall, on aurait dit une patinoire immense, des miroirs partout. Je me suis dit, waouh, où est-ce que j'arrive? Et je cherche leur nom à l'interphone et je sais pas trop comment m'annoncer, c'est bizarre. Et en fait, c'est donc Isabelle, la femme de René, donc mon père biologique, qui répond. Et elle est tout de suite hyper chaleureuse. Elle me dit, monte ma chérie. Je fais, waouh, c'est vraiment... Donc, et là, j'arrive à leur étage. La porte s'ouvre et elle m'accueille, mais elle me serre dans ses bras, mais comme si elle m'avait attendue depuis des années. Moi, je suis hyper intimidée. Je croise le regard d'une autre femme. J'apprendrai par la suite qu'elle vit avec eux depuis des années. Elle les aide au quotidien dans les tâches ménagères. Donc, elle vit avec eux. À ce moment-là, elle me dit d'aller dans le salon qui a René, donc qui m'attend. Et donc je pénètre dans le salon, c'est immense, l'appartement est vraiment immense, tout décoré de moulures dorées et compagnie, tout m'impressionne en fait. Le moment, le lieu et surtout la rencontre avec mon père biologique.
Et quand je le vois, je me dis pas qu'on se ressemble. Je m'approche timidement et mon premier réflexe, c'est tout de suite de lui demander son groupe sanguin. Parce que... Pour boucler la boucle. Ouais, il y a un truc, eux, ils savaient pas que j'avais découvert il y a quelques années grâce à ça. Et en fait, je lui demande et il me dit, et il sort de sa poche arrière sa carte, je sais pas pourquoi il avait ça dans le jean, de donneur de sang ou machin, et il me la présente, il me dit, je suis B. Et donc déjà, bonne réponse. Ouais. Même si on n'avait pas fait de test ADN, il y a un truc... voilà. Et donc, on s'installe tous dans le salon et là, ils avaient amené des tas de boissons, de gâteaux. Ils ont appelé donc 3 de mes 5 nouveaux frères et sœurs parce que ces 3-là vivaient encore au domicile avec eux. Et il y a vraiment toute une période où on s'observe tous, un peu comme des animaux en fait. Et c'est maman, regarde, ses pieds, ils ont la même forme que moi, machin. Enfin, vraiment, c'est particulier. Une sorte de puzzle un petit peu. Oui, on se dévisage, je pense, pour essayer de se retrouver dans l'autre en fait. Et bizarrement, je suis beaucoup plus intriguée et moins intimidée aussi par mes nouveaux frères et sœurs que par mon père, où je sais pas, je me sens moins à l'aise. C'est la rencontre, le nouveau. Et au bout de 30 minutes, à peine, ils prennent leur téléphone, ils commencent à composer des numéros et faire des appels FaceTime en Tunisie, en Israël, pour me montrer. Et donc, il s'était même pas passé 30 minutes. Et donc je vois défiler des visages que je ne connais absolument pas et ils sont tous trop heureux. Ils sont là, Mazel Tov, on a retrouvé Émilie, la fille de René. Et moi je suis mêlée entre l'excitation et la gêne et la panique. Qu'est-ce qui se passe en fait, ils sont trop... Pour moi, enfin là où j'ai grandi, en tout cas en Picardie, il ne se passe rien. C'est vraiment... Et là, d'un seul coup, c'est des effusions de tous les côtés. Et suite à quoi, on fait quelques photos. Je me souviens que Isabelle, à un moment donné, elle dit à un de mes frères mais prends-la dans tes bras, c'est ta sœur. Et on est très gênés, enfin, il y a un truc... Et on part tous manger au resto ensemble. Et je suis dans la voiture à l'arrière. Et en fait, il y a un truc que je me dis à ce moment-là, c'est que quand je suis à l'arrière d'une voiture, en général, c'est avec ma petite sœur. Et en face, il y a donc mon beau-père et ma mère. Et on a chacune nos places attitrées. Ouais. Et là, d'un seul coup, je suis propulsée dans une autre voiture à l'arrière avec mes supposés frères et sœurs. A priori, mon père devant et sa femme. Et j'ai pas ma place, en fait. Enfin, c'est laquelle ma place, en fait. Et il y a ce truc-là, vraiment, qui me passe dans la tête. Et lui, il conduit et il est déjà en train de dire « Mais moi, je vais t'adopter, je vais te reconnaître, machin. » Et moi, je dis « Waouh, c'est encore un secret, en fait, pour moi. Et faisons un test ADN. » Et enfin, voilà. Et on arrive au restaurant et le serveur arrive, il dit « Qu'est-ce que vous prenez à manger ?» Et lui, qu'est-ce qu'il prend à manger ? Il répond « C'est ma fille. » Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée après plus de 30 ans. Et moi, je suis entre la gêne, la honte, et genre, on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais en fait, en même temps, c'est touchant parce qu'il est hyper fier et ils sont tous à fond. Ils me posent des tas de questions, le moindre sur mes goûts, ils font des comparaisons, des parallèles, et c'est ça toute la soirée. Et ils veulent que des amis nous rejoignent au restaurant. Donc, je me souviens, il y a une de leurs amies qui dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est au lit. Et là, j'entends « Oui, tu veux pas vexer la fille de René ?» Non, moi, j'ai rien dit. C'est... Et au bout d'un moment, je sens que je suis épuisée émotionnellement pendant cette soirée. C'est trop d'un coup. Je dis que je vais rentrer. Et là, ils me disent « Mais est-ce que tu veux partir avec nous en vacances ? On part en Israël là dans 2 semaines. » Et là, je dis « Non, enfin, c'est gentil, mais c'est trop tôt. Ouais. » Et puis, je travaillais, enfin, voilà. Et ils me ramènent à la maison en voiture, parce qu'il est hors de question que je rentre seule, de ce qu'ils disent. Et le lendemain matin, c'est encore une nuit d'insomnie, je me réveille et j'ai déjà des messages de leur part. Ils me disent que je peux les appeler jusqu'à 3-4 fois par jour, qu'il n'y a pas de problème. 3-4 fois par jour, c'est le nombre d'appels que je passe en un an à ma mère. Et ils me disent qu'ils m'aiment, que machin. Et moi, là, je leur verbalise que c'est un peu trop pour moi au début, que je suis un peu sauvage et qu'il va falloir prendre le temps. Et voilà. Et ils partent en vacances. Et pendant leur séjour, ça me permet de rencontrer
une de mes autres sœurs que j'avais pas encore rencontrée. On a quasiment le même âge, on a 1 mois et demi d'écart. Et on devient tout de suite très copines. On habite à côté en plus, donc on commence à se voir régulièrement, à aller au sport ensemble, faire plein d'activités toutes les deux, et c'est super. Et après, quand tout le monde rentre de vacances, j'ai l'occasion du coup d'être invitée à des repas familiaux, les fameux repas de Shabbat. Et ça a été un grand moment pour moi, mon premier repas de Shabbat. Comme je te disais, moi la vérité si je mens, c'est ma seule référence. Je sais qu'il ne faut pas boire tout le vin quand le verre arrive à soi, mais le reste, j'ai un souvenir que mon père biologique me dit, on est dans la cuisine, il me dit Émilie, on doit tous se laver les mains, regarde bien ce que je fais, parce qu'après je peux plus t'expliquer, on n'a pas le droit de parler. Et donc je lui dis mais ah bon, jusqu'à quand? Et il me dit jusqu'au pain. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Et donc je le vois faire une espèce de chorégraphie avec une carafe d'eau sur sa main droite, sa main gauche, réciter une bénédiction, voilà. Donc moi j'imite, je répète la bénédiction que quelqu'un me dicte en amont. C'est de l'hébreu, donc je comprends rien, évidemment. Et après j'arrive à table et effectivement personne ne parle. On était une petite dizaine, mais tout le monde a envie de parler. Ils sont tous en train de faire et ils s'impatientent que les autres n'arrivent pas à table. Et donc une fois qu'on est tous vraiment revenus à table, je vois mon père prendre cette espèce de pain délicieux traditionnel des repas de Shabbat qui s'appelle la challah. C'est un pain un peu brioché, incroyable, un peu tiède. Et il en arrache des morceaux, il le trempe dans du sel et il jette les morceaux dans des assiettes. Et même moi qui suis proche de lui, il me donne pas le morceau comme ça, il le jette. Et encore une fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Et après, donc, chaque personne mange ce morceau de pain et la conversation reprend, tout va bien. Et là, s'en suivent des plats et des plats tous plus délicieux les uns que les autres à la table, que des saveurs nouvelles pour moi. Et le couscous arrive, et j'ai plus faim. Et on me resserre. On m'avait promis des boulettes. Moi, j'étais habituée aux petites boulettes de bœuf, là, les petites machins. Pas du tout, je vois arriver des pavés. Et donc, quand je coupe ma boulette, je me souviens, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle me dit, ah, bah, pommes de terre, pain et viande. Je dis, ah ouais, c'est un repas complet, quoi. Et voilà, et c'est ça toute la soirée, c'est hyper chaleureux. Mon estomac va exploser, mais c'est pas grave. J'essaye d'amasser, en fait, le plus d'infos que je peux, de m'imprégner au maximum. Et vraiment ce premier repas de Shabbat, ça a été incroyable pour moi. Et donc après, au fil des mois, j'apprends à tous les connaître de mieux en mieux. Je suis invitée à des événements familiaux. Je pars en vacances avec eux au bout d'1 an, finalement, à Tel Aviv. Là, j'ai un coup de foudre pour le pays. Jamais je me serais attendue à ça. Je me suis jamais dit un jour je vais aller en Israël. Et surtout, j'étais loin de penser que dès que j'arriverais là-bas, je sais pas, je me sentais très bien. J'ai envie d'aller parler aux locaux, en anglais du coup. J'ai envie de visiter, j'ai envie de revenir. Voilà, donc je pars une première année avec eux là-bas. L'année suivante, je repars avec eux 15 jours là-bas. Et en parallèle, je m'éloigne inconsciemment de ma famille d'origine, on va dire, du côté de mon père, notamment parce que tous mes oncles et tantes sont de son côté à lui. Ma mère est fille unique. Et je suis en train de tout cacher sur les réseaux sociaux. J'ai toujours mon secret. Donc j'en viens à me dire, ah mais un tel connaît mon cousin, machin, il va voir que je ressemble. Je deviens folle en fait. Ouais. Et comme je mens et que je me sens pas honnête, je ne vais plus voir ma famille parce que je veux pas qu'ils me posent des questions et que je m'invente une vie. Et après, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. C'est que même si celui que j'appelle papa, je l'ai pas souvent au téléphone, il se passe un truc où quand je vois René et qu'il m'appelle ma fille et que 5 minutes après, j'ai au téléphone celui que j'appelle papa, je me sens presque comme un adultère familial en fait. J'ai cette sensation de dire mais qu'est-ce que je fais en fait? Je protège qui? Et moi en fait dans tout ça. Et j'étouffe en fait. J'en ai marre de tout cacher sur les réseaux, j'en ai marre de cacher qui je suis en fait à ma famille, dont je suis hyper proche de base en plus. J'ai passé tellement de temps avec eux quand j'étais petite, c'est pas pour autant que c'est plus ma famille. Et tout ça parce que je protège le secret de ma mère.
Et donc, j'envoie un message à ma mère et je lui dis que je vais dire la vérité. Et elle me dit que je peux pas dire la vérité, que c'est très grave. Je lui dis que j'ai pas le choix si je veux aller vivre en Israël. Elle me dit si, t'as le choix, tu vas pas en Israël. Et je crois que ça a été la phrase de trop. En fait, quand elle a prononcé cette phrase, je me dis mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit en fait Et donc je lui confirme que j'irai le dire et voilà. Et donc c'est ce que je fais effectivement le lendemain. Je commence par toutes les maisons de mes oncles et mes tantes, ils habitent tous côte à côte, pour annoncer que je suis pas la fille de mon père, pas la fille de leur frère. Et ça se passe bien. On accueille la nouvelle plutôt positivement. Ils ont l'air choqués. Ils savent qu'il n'a pas été très paternel tout ce temps-là, donc il y a un peu un truc de tant mieux si t'as trouvé quelqu'un qui est très présent. Ouais. Et voilà, et je dois finir donc par mon père, et c'est un moment que je redoute parce que c'est quelqu'un qui est alcoolique, qui vit seul, qui n'est pas heureux de vivre. Je vais jamais chez lui, c'est sombre, il y a un truc, c'est lourd en fait. Et en fait, je me sens pas d'y aller toute seule. Du coup, je demande à ma tante et à mon cousin de m'accompagner, ce qu'ils acceptent. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive chez lui. Et au début, en fait, j'ai vraiment du mal à capter son regard, à trouver le moment juste pour m'infiltrer dans la conversation et faire ma révélation. En plus, tu vois ce que c'est, tu prépares ton discours 1000 fois et au final, ça sort pas comme ça. Et quand j'arrive à capter son regard, je lui raconte tout, d'un bloc, calmement. Et je me souviens, il me dit « mais arrête de pleurer, machin ». Très agréable. C'est des émotions. Et quand je finis de tout raconter, il me dit « je le savais ». Ah. Là, j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que s'il le savait, pourquoi c'est un secret en fait. Ouais. Et en fait, quand il me dit ça, je sens une colère monter en moi de me dire mais pourquoi vous me mentez depuis ma naissance, l'un et l'autre? Pourquoi? C'est injuste en fait. Après, avec le temps, j'ai même fait des parallèles avec mes rencontres avec les hommes. J'ai eu toute une partie de ma vie où je faisais pas confiance en fait. J'avais pas de raison de dire il va me mentir machin, mais c'était plus fort que moi quoi, un truc où... Donc quand il me dit ça, oui je suis en colère et il y a aussi une partie de moi qui est soulagée parce que je me dis je suis pas en train de l'achever. S'il savait, c'est quand même dommage qu'il ait fallu que ce soit moi qui fasse ce chemin à lui pour mettre les choses au grand jour en fait. Que t'aies dû être l'adulte oui, au final. Ouais. Au final. Et suite à ça, alors ma mère me demande jamais comment ça s'est passé. Et puis un jour, moi je tiens pas, je veux lui dire en fait. Et elle se met en colère. Elle me dit j'ai pris des traitements pour avoir un enfant. En fait c'est lui, parce qu'en fait ce que je t'ai pas dit, c'est que pourquoi mon père le savait, c'est qu'il me dit qu'il voulait pas d'enfant. Ma mère en voulait. Et a priori quand il avait des rapports avec elle, il simulait, je ne sais pas comment. Et ce qui fait que le jour où elle lui a dit je suis enceinte, il a compris que c'était sûrement pas de lui, mais il a rien dit. D'accord. Mais du coup ta sœur... Elle est vraiment de lui. D'accord. Parce que quand j'avais apparemment 2 ans et demi, 3 ans, mon père a fait une pancréatite, qui est une maladie du foie, et il a été contraint d'arrêter de boire pendant un certain moment. Et elle est vraiment de lui. Puis même physiquement, là pour le coup, ça se voit. Voilà. Et donc ma mère, effectivement, quand je lui raconte tout ça, elle se met en colère parce qu'elle me dit qu'elle a pris des traitements pour avoir un enfant, alors qu'en fait c'est lui qui sabotait le truc. Et ma mère, au final, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Ouais. Elle va faire un enfant dans le dos, et finalement c'est lui qui... Voilà. Qui simulait, ouais. Ouais, donc... Ouais, mais tu te retrouves un peu être la victime collatérale de toutes ces petites... Oui, c'est... Mais après, aujourd'hui, en tout cas, c'est une force, en fait, ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu qualifierais ça d'être une force, du coup ? Déjà parce que je me sens plus ancrée, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je crois que c'est hyper important pour moi d'être allée dire la vérité. J'ai repris les manettes, entre guillemets. C'est une force aussi parce que aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un message à transmettre, parce que cette histoire elle est unique et pas unique, parce que je sais qu'il y a des tas de personnes qui ont des histoires parallèles,
qui sont sur une étape du parcours qui n'est pas forcément la mienne, que j'ai déjà traversée et que je suis à même de leur partager mon expérience pour les aider. C'est des témoignages que moi j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'étais perdue en fait, dans tout ce brouillard-là du secret de famille et de l'identité. Et je sens que c'est une matière première qui sera aussi source de création pour moi. J'en ferai quelque chose, c'est sûr, c'est en train de naître. C'est voilà, une nouvelle naissance et souvent je dis même que là je suis dans le tome 2 de ma vie. Ouais. C'est peut-être juste pas vraiment une question, mais plus un avis sur tout ce que tu m'as dit. Je pense que le métier que tu as choisi d'être comédienne, du coup, c'est pas forcément un hasard. Ouais, je pense aussi. Parce que tu t'es spécialisée aussi dans la voix, et pour quelqu'un à qui on a privé de parole, comme ça, de se retrouver aussi dans des identités autres en jouant d'autres rôles, justement, c'est peut-être ça aussi ce qui a pu découler de cette force dont tu parlais. Ouais. Au final. Je suis assez d'accord. Je me suis déjà posé la question et c'est vrai que c'est très connecté. Parler pour les autres, être quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais pas être quelqu'un d'autre, mais j'aimerais vivre ailleurs, parler une autre langue, renaître en fait. Ouais. Vraiment au sens physique du terme. Ailleurs, ouais, c'est quelque chose qui m'appelle. Et ça en est où du coup ton déménagement, ton envie de partir Alors c'est toujours présent. Moi aujourd'hui là je vis à Paris, mais c'est plus une ville qui me correspond. Pour mon travail, je suis un peu obligée d'être là et j'adore mon métier. Mais je me projette très facilement en Italie, du coup je parle italien, mais aussi en Israël. Enfin, maintenant j'apprends l'hébreu depuis 4 ans. Je pourrais me contenter de l'anglais, mais finalement non, j'ai besoin de comprendre la langue, de parler avec les gens. En fait, c'est comme si j'avais une énorme encyclopédie sur mes racines à ingérer. Et j'y vais petit à petit à mon rythme. Là, c'est l'hébreu, après les coutumes, j'ai besoin de passer du temps là-bas. Est-ce que j'y arriverai un jour? Est-ce que je déménagerai vraiment? Est-ce que j'irai vivre 4-5 mois? Je sais pas en fait. Je pense aussi qu'il y a ce moment-là un peu... là, t'es dans un moment un peu étrange où t'as appris tout ce background passé, mais au final, qui es-tu dans tout ça? Tu vois, parce que tu as toutes ces origines qui te sont tombées dessus par vagues, mais ton identité propre dans tout ça, je pense qu'elle a dû être déconstruite parce que tu t'es dit j'ai telle mère, tel père, ça a été déconstruit, puis tu as cette nouvelle famille qui débarque, et au final, dans tout ça, quelle est ta place? Tu parlais de ça justement. Exactement, trouver sa place. Je pense qu'aujourd'hui, je suis et ça et ça. Je peux pas être l'un ou l'autre. L'histoire fait que la particularité de tout ça, c'est que du coup, une partie de ma famille est de confession juive et c'est encore une fois, ils sont très communautaires. Des questions d'identité reviennent me percuter. C'est est-ce que je suis juive? Est-ce que je suis pas juive? Machin. Ma mère n'est pas juive, donc à leurs yeux, je ne suis pas juive. Mais en même temps, mon père est juif, donc j'ai quand même un pied dedans. J'ai cet entre-deux en fait, sous une autre dimension. Enfin, ça vient encore me questionner mon identité, qui je suis. Et au final, un jour, je me suis dit, mais c'est à moi de décider qui je suis en fait. Ouais. J'ai pas besoin de l'avis de l'autre. J'ai pas besoin d'un bout de papier signé pour confirmer que je suis un tel ou un tel. Voilà. Mais ça m'a pris du temps à l'intégrer, quoi. Et cette découverte-là de ton père, du coup, biologique, la manière dont tu le décris, dont tu me l'as décrit, j'ai trouvé que c'était... tu parlais d'immeubles qui s'écroulent, de saut dans le vide. Est-ce que tu vois ça un peu comme est-ce que tu le vois comme un traumatisme au final, cette découverte-là? Est-ce que tu le qualifierais comme un traumatisme? Ce que je qualifierais comme un traumatisme, c'est d'apprendre que je me suis construit sur un mensonge. Pas le reste.
Le reste, c'est un miracle. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, au final, les parents, c'est les premières personnes à qui on fait confiance, au final. Dis, je suis ton père, je suis ta mère. C'est le début, en fait. Et si même ça, c'était faux, en fait, c'est ça le traumatisme, en fait. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que je parle. Il faudrait que je fasse un podcast. Sauf que je me suis dit, non, c'est compliqué. Je me souviens, je me lavais les cheveux. Et quand j'ai fini de me laver les cheveux, je prends mon téléphone et quand j'ouvre Instagram, je vois tout de suite un reel apparaître. Et c'est 2 mecs qui enregistrent un podcast. Et en fait, moi, maintenant, je suis hyper à l'écoute de tous ces petits signes. Et je me dis, c'est bon, faut que je le fasse. Et en fait, 2 heures après, j'avais enregistré 3 épisodes. En fait, j'ai lu mon manuscrit. J'avais trouvé un nom. Mon manuscrit, moi, à l'époque, je l'avais appelé AB+, comme mon groupe sanguin. Et je trouvais, c'était pas fou. Et là, d'un seul coup, me vient un nom. Le hasard n'existe pas. Ouais. Et voilà. Et je fais ma page de couve et je les mets en ligne. Je me suis beaucoup interrogée sur ma mère parce que je me suis questionnée sur pourquoi elle voulait pas que je le dise. Et les conclusions que j'en ai tirées, c'est que déjà, j'étais pas à sa place. Que ça se trouve, j'aurais agi comme elle déjà pour avoir un enfant, j'en sais rien. Et que ça doit être tellement dur de garder pendant presque 30 ans un secret aussi gros. Que forcément se créent des peurs, dont la honte, que j'imagine que c'était pas volontaire de sa part de m'empêcher de dire la vérité, mais c'est vraiment que ses peurs qui parlaient. On a tous nos bagages plus ou moins lourds et voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit. Le seul moment où je lui en ai un peu vraiment voulu, c'est de ne pas être dans l'accompagnement quand la vérité m'a été révélée, d'un peu d'être hyper désinvolte dans le déni, faire comme si c'était pas grave. Quand ils m'ont retrouvée, ma nouvelle famille, je me souviens, elle m'a dit c'est bien, t'as quelqu'un sur Paris si t'arrive quelque chose. Et en fait, il y avait une telle distance dans ces mots-là, il n'y avait pas d'émotion, rien, que ça a été dur pour moi d'entendre ça. Mais Là, t'as changé de pilier, t'as changé de point de repère quelque part. Enfin, on t'a imposé ça comme ça. oui, Ouais. ouais. Mais pour avoir écouté des épisodes de ton podcast, parce que c'est quand même cet événement-là qui est la source, Oui, je trouve que tu restes quand même pudique dans la manière dont tu dis les choses dans ce podcast-là. Il y a une certaine distance que tu crées parce que tu donnes... voilà, moi j'ai eu l'impression d'écouter un livre audio justement quand j'ai écouté tes épisodes. Et tu le fais d'une manière très élégante, hein, je dois le dire. Tu mets une sorte de poésie là-dedans, dans une sorte quand même des choses assez lourdes, assez horribles. Mais il y a quand même, je crois que dans l'épisode 1, du coup, il y a cette phrase que tu dis. Alors, je suis pas sûr de la formulation, mais tu dis je suis né sur la pointe des pieds, quelque chose comme ça. Oui. Moi, cette phrase, elle m'a vraiment percuté. Peut-être plus même que la révélation du père, etc. C'est que tu as eu ce sentiment de pas être à ta place, même avant même cette révélation. J'ai cette impression-là. Oui. J'ai un souvenir quand je pense à mon enfance, de pas être à 100% moi-même, en tout cas au sein du foyer avec ma mère et mon père. Comme je disais, ma mère était assez dure, donc déjà il y avait ce climat-là. Ouais. Et je le remarquais surtout, en fait, que j'étais pas moi-même quand j'étais dans ma famille avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, où d'un seul coup, je me révélais. Enfin, j'étais à l'aise, en fait. Et chez moi, il y a toujours eu ce truc de je joue à un jeu d'être cette petite fille-là. C'est... je sais pas le définir autrement. Et malgré ça... il y a peu de temps, j'ai retrouvé chez ma mère, et c'est un répertoire que j'avais quand j'habitais avec mon père et ma mère. Je devais être en CP, CE1. Et c'était un répertoire où j'étais censée mettre des mots de vocabulaire de l'école. Et il n'était pas très rempli. Et quand je l'ai feuilleté, en fait, j'ai été choquée parce qu'à la lettre I, j'avais écrit Isabelle, Israël. Et vraiment, mais aujourd'hui encore, je ne l'explique pas, en fait. J'avais
Bon, écrire Isabelle, pourquoi pas, un prénom Ouais. qui commence par I. Mais Israël, j'ai grandi en Picardie, j'aurais pu écrire Italie en fait. Ouais. Jamais j'avais entendu parler d'Israël enfant, enfin c'est certain. Ouais. Et c'est là où je me dis, est-ce que... Enfin oui, je suis persuadée que les enfants captent des choses et comprennent tout, mais là ça va plus loin que ça en fait, c'est... Une sorte de mémoire génétique. Oui, je sais pas. Franchement, c'est encore aujourd'hui un point d'interrogation pour moi et ça m'a fait tout drôle en fait quand j'ai ouvert ce cahier avec ma petite écriture d'enfant. Ok. Je me suis dit, waouh, c'est... Voilà. Le hasard n'existe pas. Voilà, c'est ça. Quel est du coup maintenant ton rapport avec ta famille? Bon, je vais l'appeler ta famille de base. Oui. Donc ta sœur, ta mère, ton père, ton beau-père. Alors, le rapport est normal. On me demande parfois des nouvelles de ma nouvelle famille. Ouais. C'est accepté en fait. C'est comme si ça avait toujours existé. Et là, il y a ma petite sœur de base qui s'est mariée l'année dernière. Ouais. C'est marrant parce qu'on arrive au mariage, donc ma mère et moi, on est là. On se présente aux gens qu'on connaît pas. Ma mère indique qu'elle est la maman de la mariée et que moi je suis la sœur. Et il y a un monsieur qui me regarde, il me dit « Ah bah dis donc, c'est pas le même papa, elle se ressemble pas. » Il met les pieds dans le plat. Wow. Et là, il y a un espèce de blanc, je vois ma mère qui le regarde comme ça. Et elle finit par dire « Eh ben non, c'est pas le même papa. » Et là, tout le monde se détend et le mec, il pique un phare parce que lui, il pensait faire une blague. Oui, voilà. oui. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est assumé. Que c'est plus un secret et c'est beaucoup plus agréable à vivre, quoi. Ouais. Tu m'as l'air quand même assez apaisée en parlant. Je sens pas de colère. Je te sens moins. Je te sens peut-être quand je sens ta voix un peu meurtrie. Je pense que c'est. Enfin, je me permets de penser que c'est t'as un peu de compassion pour la Émilie d'avant. Oui, qui savait pas tout ça, quoi. Et surtout, l'expérience que j'en ai tirée en écrivant, par exemple, mon récit, c'est qu'on a une vraie mémoire du moment et des émotions, parce que même si le temps était passé au moment où j'ai rédigé mon texte, le fait de l'écrire, ça me reconnectait directement à ce qui s'est passé en moi à l'époque. C'est assez puissant en fait, les mots résonnent de la même manière, mon corps n'a pas oublié, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de digérer et de, on va dire, changer mes lunettes de vue, de voir la réalité différemment. Et puis je pense que ça fait du bien de voir les choses sous un bon angle, sinon je me sabote en fait. Et ça en est où du coup l'écriture de ce récit de vie? Parce que j'ai vu que tu t'en es servi pour publier dans ton podcast. Je m'en suis servi pour faire ce podcast. Ensuite, je l'ai enrichi depuis mon récit. Moi, je suis en recherche d'un éditeur. Je sais que je pourrais passer par l'auto-édition. Je pourrais passer par des maisons d'édition qui s'appellent à compte d'auteur, où c'est l'auteur qui finance une partie donc, de la publication. Mais j'ai pas du tout envie. En fait, j'ai envie qu'une maison d'édition à compte d'éditeur, une vraie maison d'édition entre guillemets, s'intéresse à mon projet et en fasse quelque chose. Moi, mon but, c'est juste de faire connaître cette histoire au plus grand nombre. C'est important pour moi de la partager. Je le vois d'ailleurs suite au podcast qui marche bien. J'ai des retours très souvent de gens qui m'écrivent, qui ont des histoires parallèles. Et quand eux le font, moi, ça m'aide de savoir que ça les aide. Enfin, il y a un vrai échange. Et ensuite, en parallèle, je suis également en train de développer un scénario pour en faire une fiction. Alors, je pense que l'histoire, ça devient un film. Elle sera contée d'une manière un peu différente parce que je ne peux pas penser à un livre comme un film. Je vais être obligée de mélanger les événements comme un puzzle. Une adaptation. Une adaptation. Peut-être une partie un peu... pas que histoire vraie, mais mélanger un peu de fiction là-dedans. Voilà, c'est mes gros travaux du moment. Voir comment je transforme tout ça. Là, récemment, il y a une illustratrice qui m'a contactée pour savoir si je voulais faire une BD. J'avais jamais pensé à ce format. Pourquoi pas. Voilà, c'est plein de portes ouvertes. Et c'est pour ça aussi que je pense que cette histoire est une force. Ouais, mais tu parlais de saut dans le vide, c'est un nouveau saut dans le vide cette fois encore. Hein, mais encore une fois, t'es maîtresse de ce choix-là. C'est ça. Et puis, faire une adaptation aussi, ça va te permettre de peut-être créer une sorte de distance. Ça fait.
et de pouvoir rendre cette histoire. Tu vois, par exemple, là, on enregistre cet épisode de podcast-là. C'est pas, tu racontes des choses pas de la même manière que tu le fais dans ton propre podcast. Non. Donc voilà, j'invite aussi les gens à écouter ton podcast, que c'est vraiment une autre... franchement, pour avoir entendu ton histoire dans ton podcast et l'histoire, donc c'est pas exactement la même chose, j'ai l'impression. Non, parce que quand j'ai écrit ce que vous entendrez dans le podcast, c'était vraiment cette phase thérapeutique où j'avais besoin de coucher les mots sur le papier, en fait. Il y a un côté beaucoup plus poétique dans ton podcast, je trouve, et c'est comme une sorte de berceuse, pas dans le sens où c'est fatigant, mais ouais, je trouve un truc apaisant, c'est ça que je veux dire. C'est un truc apaisant, réconfortant, et on sent qu'en cherchant à t'apaiser, tu nous apaises aussi quelque part des plaies. Tu disais qu'il y avait des histoires parallèles. Ouais. On a tous des secrets de famille, des choses comme ça. Bien sûr. Et c'est pas forcément de cet ordre-là. Mais quand tu parles de cette honte, de ces souffrances-là, je pense que ça fait écho à beaucoup de gens. Oui, il y a un tronc commun en fait. Voilà. Une origine commune de la honte ou du... Oui. Formuler on ça, se fait des montagnes d'une révélation et en fait c'est libérateur. Mais je sais que c'est facile de dire que c'est libérateur. Moi, j'avais vraiment cette grosse peur de tout révéler et il a juste fallu attendre que le corps soit prêt et qu'il n'y ait pas d'autre choix en fait. Mais ça demande aussi beaucoup de courage, je trouve. Tu vois, de percer cette bulle. Qui est sacralisé aussi quelque part, tu vois, parce que quand tu dis mon père il savait, ma mère elle savait, tout le monde savait sauf moi, donc et que qu'est-ce que les gens vont penser, voilà, et puis quand ça fait 30 ans qu'ils ont ce secret là, j'arrondis, ça fait 30 ans qu'ils ont ce secret là et que ils psychotent un peu, ils se disent telle personne va rejeter ma fille, il peut y avoir plein de, j'essaie de mettre un peu à leur place aussi. Bien sûr, mais ouais. Qu'est-ce que tu ressens en relatant cette histoire-là par ce média-là, du coup? Par ce média, à travers ce podcast-là. Comme une porte ouverte, comme une route de plus pour pouvoir transmettre. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens, une opportunité de plus, des personnes en plus touchées, une occasion pour moi aussi de revisiter l'histoire à nouveau. Et d'ailleurs, si un jour cette autofiction voit le jour, j'ai envie d'interpréter mon propre rôle. J'ai besoin de retraverser ça en fait, physiquement. Donc voilà ce que ça m'apporte d'en reparler comme ça. Ou de peut-être coacher une actrice, une comédienne, une actrice aussi qui, si tu veux être dans cette distance-là, je pense que de toute façon tu suivras ton instinct comme d'habitude et tu auras toujours la bonne réponse. De toute façon je le sens quand c'est pas... Écoute, merci beaucoup Émilie. Merci pour l'accueil. Je t'en prie, le moment. J'ai fait comme j'ai pu avec... les moyens du bord. Écoute, je te souhaite une excellente continuation dans ces aventures-là et pas seulement dans cette histoire d'origine parce que t'es pas que ça, ça sent que ça boule là-dedans et que c'est je pense que t'as cette histoire-là à offrir au monde et t'as encore bien plus et je pense que t'as déjà conscience de ça. Et t'es plus que cette histoire. Bon, on en a parlé surtout cette histoire-là, mais j'espère que tu t'es pas senti cloisonné non plus là-dedans. Non, pas du tout. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci aussi. Et le hasard n'existe pas. Invité Émilie du podcast Le hasard n'existe pas, intervieweur Louis Seferian et aux illustrations Bastien Torres.